Aujourd'hui, dans l'épisode des jardinières, on va aborder le thème des vivaces. On va vous en présenter des nouvelles et on va également vous parler de leurs bienfaits. Lynne-Marie, Oui. j'ai entendu dire que c'est plus facile d'avoir des vivaces chez soi. Mais c'est quoi la différence entre des vivaces et des annuelles? En fait, c'est super simple. La différence, c'est que notre annuelle, ça le dit, elle va durer juste 1 an. Donc, c'est une plante qui, lorsqu'on va l'installer dans nos plates-bandes, ne survivra pas à l'hiver. Et la vivace, elle va survivre au printemps suivant, si on l'a bien implantée, évidemment. Donc, c'est aussi simple que ça. Annuelle, ça dure juste 1 an. Vivace, ça revient au printemps suivant. Mais pourquoi il y a des annuelles ici qui sont des vivaces ailleurs, même ailleurs au Québec? Oui, même ailleurs au Québec, effectivement. Donc, ça, c'est à cause des zones de rusticité. Ça, c'est une espèce de truc qu'on s'est donné, les horticulteurs, pour voir, pour classifier, dans le fond, les végétaux par leur capacité à, je vais dire, endurer le froid puis les intempéries. Donc, plus le chiffre est petit, souvent on va le voir là, sur les cartes là, dans les centres jardins, là, sur les petites cartes de végétaux, là, on va voir zone 5, zone 2, zone 3. Donc, plus le chiffre est petit, plus la plante va être résistante au froid, au gel au sol, à la neige, aux intempéries, blablabla. Donc, évidemment, 0, c'est le Grand Nord, là, donc il n'y a pas rien qui pousse là. Donc, plus le chiffre va être élevé, plus la plante va avoir besoin de chaleur et de chaleur, tout Dans le simplement. fond, une plante qui survit en zone 3 va survivre en zone 4A, 4B, 5A, 5B, Oui, etc. oui, absolument. Ceci dit, il y a quelques petites exceptions. Exemple, un pommier, il va survivre, mais il ne produira pas de fruits s'il est... admettons, si je partais avec mon pommier à Cuba en vacances, puis j'ai une plante là, il ne fera pas de pommes parce qu'il a besoin d'hiver pour se ressourcer. Donc, les plantes vont être adaptées vraiment à la température et à l'environnement qui sont autour d'eux. Et comme je disais, les horticulteurs, on a divisé ça en zones de rusticité qu'on appelle. Je pense que parfois, on peut prendre des risques. Donc, maintenant, mettons que je suis en zone 4B, puis que je m'achète une plante qui est en zone 5A, je pourrais la mettre chez moi, mais il faudrait bien que je la protège, hein? Puis ça dépendrait de la couverture de neige, c'est ça? Absolument, absolument. Il y a certaines plantes dans certaines régions qui ne sont pas nécessairement zonées exactement à la bonne place, mais qu'on va pouvoir recouvrir soit avec des feuilles mortes ou à l'automne, puis carrément les emballer avec des toiles là, faites exprès pour ça. Donc, on va les protéger pendant l'hiver et ils risquent de survivre. J'ai entendu une légende. Je ne sais pas si c'est vrai, peut-être que vous pourrez me le confirmer à la maison, mais j'ai entendu dire, il paraîtrait qu'une dame à Longueuil aurait dans sa cour un bananier qui revient à chaque année. Mais c'est une légende À confirmer. à confirmer. Dans la même, si on parle de zone de rusticité, dans la même optique, si je suis zonée 4B et que je prends une plante 4B, il se pourrait qu'un hiver, elle ne passe pas l'hiver, en fait, qu'elle meure. Oui, Si ça se la peut. couverture de neige est moindre. C'est ça. Il y a des plantes qui vont avoir besoin pour survivre ou même pour fleurir au printemps suivant d'un bon couvert neigeux, d'être bien protégées pendant l'hiver. La neige pendant l'hiver fait vraiment office d'isolant. Donc, elle va protéger les végétaux pendant l'hiver du gel. Donc, lorsqu'on a un hiver plus froid avec moins de couverture de neige, il y a des plantes qui souffrent plus. C'est ça, exactement. On va le voir, il y a des années où il va y avoir, exemple, quand même un bon couvert de neige. Puis là, tout d'un coup, il va faire chaud, la neige fond toute et après, ça regèle. Là, ce qu'on va voir, c'est, par exemple, il va y avoir des haies de cèdre chez les gens, des haies de thuya, qui vont être toutes jaunies, qui vont avoir toutes rossies à cause du froid. Ils vont avoir gelé, littéralement. C'est à ça que ça sert, la neige. C'est à ça que ça sert, la neige, à protéger nos végétaux pendant qu'il fait froid. Ah, mais c'est intéressant. Encore faut-il qu'elle se dépose naturellement parce qu'un petit jet de charrue sur un arbre, ça peut faire des beaux dégâts. Ça serait trop. Ce serait trop, oui, trop lourd, trop d'un coup.
C'est quoi les bonnes vivaces qu'on pourrait suggérer à nos téléspectateurs? Aïe, 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 aïe. Des bonnes vivaces. Je vais commencer par une facile qu'on connaît tous très bien et je vais mettre quelque chose au clair en même temps. Les hémérocales. Les hémérocales, ce sont de très, très, très bonnes plantes. Ça, c'est facile, 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 facile. Tu en échappes un bout quelque part et ça pousse et c'est pas trop envahissant. Et c'est comestible. Et c'est On n'en parle comestible, pas excusez-moi. souvent, mais c'est très bon, très sucré. Très bon, très sucré. Effectivement, on peut en mettre les pétales dans la salade et tout ça. Et là, je voudrais juste préciser quelque chose. Dans la maison, on dit hémérocal, pas amérocal ou hémérocaille ou amérocaille, ou en tout cas, bref, c'est hémérocal. Voilà. Puis ça, il y a plusieurs variétés. On voit souvent la classique orange, mais il y a beaucoup de croisements, là. Les Les horticulteurs s'amusent à jouer avec les couleurs. Ah oui, les couleurs, là, c'est quasi à l'infini. Bon, il n'y a pas de bleuté, ni vraiment de mauve très franc dans les hémérocales, mais on a une bonne variété là, du jaune au rose, en passant par les bourgognes, puis les mélanges de tout ça. C'est vraiment une plante, c'est un classique, mais qui peut se réinventer. Puis sinon, on a parlé de zone de rusticité, mais je pense aussi que si notre sol retient plus ou moins l'eau, donc si on est en zone un peu plus sec ou un peu plus humide, si on a un sol qui retient plus l'eau, s'il y a plus ou moins de luminosité, euh, ça dé- on peut tomber dans différents types, dans le fond, de vivaces. Une Complètement. vivace, même si on dit que c'est solide, que c'est fait pour vivre, il faut quand même qu'elle soit dans les bonnes conditions. Oui, effectivement. Évidemment, certaines vivaces vont s'adapter à peu près tous les types de sols, dont effectivement, comme je disais, l'hémérocale, elle va probablement pousser à peu près partout, là. Voilà. Mais il y a des plantes qui vont préférer des sols plus sableux, plus secs. On a des exemples ici qui nous ont été fournis par... Sylvie Maccabé, des vivaces de Lille, qui est à Saint-Angèle. Donc, Sylvie Maccabé, c'est mon idole, hein, horticultrice, c'est comme Elvis, mais pour les fleurs. pour le centre du Québec C'est aussi. ça. Donc, Sylvie Maccabé, elle a une approche là, extraordinaire là, au niveau des vivaces. Oui. Elle a vraiment observé pendant plusieurs années son jardin qui est extraordinaire, réellement un jardin de vivaces. Et elle a commencé à noter certaines observations de pollinisateurs qui allaient sur plus ou moins de plantes. Elle a regardé quelles plantes résistaient plus à la chaleur, à la sécheresse, à l'humidité et tout ça. Et elle a développé au cours des années une collection qui est incroyable. Effectivement. Et dorénavant, depuis quelques années, elle met vraiment l'emphase sur les plantes qui sont, si possible, indigènes Oui. ou sinon qui ont quand même un avantage là, pour les insectes pollinisateurs. C'est une des premières, je pense, qu'elle avait observé là, le parasite du scarabée japonais. Donc, le scarabée japonais, si vous connaissez, il est beaucoup dans les plantes grimpantes. Donc, Bof. Il est à peu près dans toutes les plantes. il là. peut être dans toutes les plantes. Et on avait essayé d'introduire. Dans le fond des États-Unis, il y avait un parasite qui était introduit, sauf qu'il ne se rencontrait jamais. Et elle a été une des premières à voir dans son potager le parasite, dans le fond, parasiter le scarabée japonais. Ça l'a permis un certain contrôle de ce scarabée-là, qui cette année est moins présent, hein, Oui, il y on en a dirait. moins cette année, effectivement. On est Donc, quand chanceux. vous voyez un scarabée avec plusieurs points blancs dessus, ne le tuez pas. Il y a un insecte qui a pondu sur lui et qui va éclore éventuellement. Il va tuer la bébite. Donc, elle incarne tout ce qu'on disait là, dans notre premier épisode là, au niveau de l'observation. Puis, elle nous a fait quelques suggestions. Puis, nous aussi, on a regardé quelques plantes en faisant le tour de son potager de vivaces qu'on voulait vous suggérer qui sortent un petit peu de l'ordinaire, hein, qui sortent un petit peu de notre hosta, de notre hémérocale, qui vont faire changement puis qui sont positives pour notre environnement. T'en as une derrière toi, Lynne-Marie, Oui. qui fait partie de tes plantes préférées. Peux-tu nous en parler? Oui, c'est l'asclépiade tubéreuse. Donc, asclépiade qui va, elle aussi, attirer le fameux monarque que j'aime tant,
que j'affectionne particulièrement. Donc, c'est une plante robuste qui va bien pousser en sol sableux. Bien, elle va bien s'adapter à peu près partout, là. Ça, il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Variété orange, donc pas celle qu'on retrouve à l'état naturel. Bien, reste qu'elle est native là, d'une région un peu plus sud là, du Québec, mais elle est très c'est bien ça. adaptée ici, là, puis magnifique. Oui, c'est ça. Donc, c'est une plante qui est indigène au sud du Québec, mais voilà, elle va bien résister aux maladies, aux insectes. Puis, c'est ça, comme tu disais, Sophie, elle va faire changement de l'asclépiade pompon rose ordinaire là, qui fait des petits, des petits cochons de lait qu'on aime bien jouer avec. Ici, on a une de mes préférées, donc c'est une verge d'or. Peut-être que certains d'entre vous disent j'en ai plein dans mon champ si vous avez la chance de vivre autour des champs. Ça, c'est la verge d'or un peu fanée qu'on peut retrouver en bord de route, peut-être un peu, autour des champs, qui est parfaite pour les pollinisateurs, qui en attirent beaucoup. Même si on ne les voit pas toujours super bien, il y a certaines petites mouches là, qui sont des pollinisateurs en fait. Ce pas nécessairement des gros bourdons qui vont aller polliniser cette plante, mais elle en attire beaucoup. Si vous avez encore une fois un petit jardin, une petite cour peut-être que vous ne voulez pas vous implanter de la grosse verge d'or naturelle, peut-être que vous allez vouloir avoir la petite verge d'or qui attire autant de pollinisateurs et qui ne court pas, qui ne prend pas beaucoup d'espace, puis qui reste à peu près à cette grandeur-là, un petit peu plus haut, qui aime quand même le soleil. C'est un bon compromis. Il y a beaucoup de spécimens de verge d'or ornementaux. Il y en a même. Solidago qu'on dit en latin. Exactement. Donc, si vous voulez être sûr de la retrouver, Solidago. Et là, peu importe le nom qui suit, vous allez retrouver plusieurs variétés. Là, il y en a même qui sont 2 couleurs. Vraiment une plante à exploiter puis à mettre chez soi. Peut-être que tu voudrais nous parler. La sauge, un de mes chouchous. Plante extrêmement résistante à la sécheresse. Je vous en ai parlé, je vous en ai glissé un mot auparavant dans d'autres épisodes, mais moi j'habite vraiment sur une plage, une butte de sable, et j'ai implanté plusieurs variétés de sauge et ça fonctionne très très bien. Elle va aimer être autant ensoleillée que mi-ombre. Ça, je peux peut-être faire une petite parenthèse pour ça. Quand on dit ombre, mi-ombre et plein soleil, donc il y a quand même des différences de temps d'ensoleillement. Là, tous les horticulteurs et tous les spécialistes ne sont pas d'accord sur ce que c'est le nombre d'heures exact. Je vous dirais que moi, la manière que je l'ai appris, puis que je la comprends, puis que je trouve que ça va quand même assez bien, c'est que quand on parle d'ombre, donc on va parler vraiment d'une plate-bande qui va se retrouver sous un arbre ou vraiment entre 2 buildings ou donc qui n'a vraiment pas de lumière. Donc, il va avoir de 0 à 3 heures d'ensoleillement par jour. Ça, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, on va parler d'un sous-bois ou, comme je disais, là, en dessous d'un arbre. Mi-ombre, ça va être de 3 à 6 heures d'ensoleillement par jour. Donc, ça aussi, en dessous d'un arbre, des fois, il va y avoir de la lumière là, à partir du matin, puis à un moment donné, quand le soleil est trop haut, bien là, on va perdre le soleil. Donc, 0 à 6 heures de 3 à 6 heures, pardon, pour la mi-ombre. Et plein soleil, donc de 6 en montant pour le reste de la journée. Le soleil est là toute la journée, donc ça prend des plantes qui vont être résistantes. Celle-ci en est. Donc, la sauge, il y a plusieurs variétés de couleurs. Il y en a des roses, il y en a des mauves, il y a du blanc. Donc, c'est très, très, très joli, très résistant, peu maladif. Puis, voilà, c'est ça. Ça attire beaucoup de pollinisateurs Ça aussi. attire, en fait, toutes celles qu'on vous montre attirent les pollinisateurs. C'est vraiment une caractéristique qui nous intéresse ici. Donc, voilà. On a ici l'Hypericum. Celle-là, peut-être, je sais moins à quel point elle attire bien les pollinisateurs, mais elle est spéciale. Puis pour moi, elle est importante de vous la présenter pour plusieurs raisons. Donc ici, on voit un feuillage vert foncé, vert pâle, bourgogne, donc qui est comme changeant, avec des petits fruits.
Je ne sais pas si je peux la retrouver, mais chacun de ces Elle est là. petits fruits-là était une petite fleur avant jaune. Donc, on aura des photos à vous montrer. C'est vraiment une plante qui va évoluer au cours de la saison. Donc, on commence avec peut-être un feuillage d'une certaine couleur, avec des petites fleurs jaunes qui va évoluer là, au fil du temps puis qui va finir par nous faire des beaux petits fruits. C'est important, on n'en parle pas assez, mais les feuillages dans une plate-bande. On vous montre des fleurs en ce moment parce que c'est le fun, mais c'est intéressant aussi d'avoir des plantes qui ont des beaux feuillages. Un autre aspect des vivaces qu'il faut penser. Souvent, les gens vont demander à avoir des vivaces qui fleurissent tout au long de l'été. C'est plus rare. Les vivaces, habituellement, ils fleurissent à un certain moment de la saison et c'est correct. Il faut juste faire sa plante-bande en sachant qu'il va y avoir des différentes floraisons et l'organiser pour qu'à un certain moment de l'année, il n'y ait pas, par exemple, aucune floraison. C'est important d'avoir des plantes qui sont plus vedettes en Lynne-Marie et des plantes qui sont un Pourquoi peu tu dis plus... ça? Ici, la plante vedette La plante vedette. et la plante feuillage. Donc, c'est important d'avoir certaines plantes vedettes, oui, qui ont de belles floraisons, mais si on veut vraiment qu'elles soient mises en valeur, il faut y avoir aussi des plantes qui ont de feuillage intéressant. C'est ça. Il faut que le feuillage reste intéressant tout au long de l'été pour que Même quand après la floraison, précédant la floraison, en fait. Voilà. Donc, cette plante-là, je trouve qu'elle joue bien ce rôle-là. Elle évolue au courant de la saison. Elle a toujours quelque chose de différent, même si elle se met plus en retrait. Donc, l'Hypericum, une belle plante. Et là, on voit qu'elle est bien enracinée. C'est plus rare de les voir dans des pots à ce stade-ci. Hein, on vous montre ces plantes-là dans des petits pots, mais si on les implante à la bonne place, dans la bonne zone de rusticité, vous allez voir au cours des années, elles vont prendre plus d'expansion, elles vont être plus jolies, sans nécessairement envahir ou courir. Là, elles vont avoir du beau tonus, donc c'est intéressant. Moi, je vais y aller ici avec. J'ai-tu le doigt? Oui, OK, parfait. je vais la tenir. Je vais y aller ici avec le géranium vivace. Ça, là, ça, j'en ai chez moi aussi sur ma butte de sable. C'est pas crevable comme plante. Ça fait des belles floraisons. Il y en a des roses aussi. Il y a probablement d'autres couleurs, là, que je ne saurais vous dire. Elle va comme je te pousse de même. Donc, voilà, géranium vivace. Quand le sol est pauvre, ça ne lui dérange pas. Quand c'est drainé, c'est sec, ça ne le dérange pas. Il va très, très bien s'adapter. Il va bien aimer, je dirais, mi-ombre et ensoleillé. Si vous ne le mettez pas avec assez de lumière, il ne fleurira pas, il va rester déprimé un peu. C'est une plante qui aime vraiment le soleil. Puis, ça attire encore une fois les pollinisateurs. C'est pas très maladif. Je vous dirais que c'est pas une plante qui va tomber malade ou qui va attirer des insectes nuisibles, là, parce qu'elle sent quand même un peu fort, fait que les insectes font comme ça pue. Là, c'est sûr que son port n'est pas idéal, là. On voit qu'elle Non, est un c'est peu ça. cassée, C'est mais ça. elle va vraiment faire comme plus... quelle forme tu dirais? Un peu Ben, plus... ça va faire une espèce de boulette, si je peux me permettre. Une petite boule, une petite bouboule. Parfait. Puis, notre dernière qu'on a à vous présenter, Oui, non la moindre, hein? la lobélie, donc super belle plante. Ici, on a une variété avec un feuillage un petit peu plus rouge. Il y a des variétés avec un feuillage plus vert. Il y a également des variétés qui ont des fleurs bleues. Donc, ici, c'est une plante qui attire beaucoup les colibris. Intéressant à avoir dans son potager, ben, son jardin. Lynne-Marie, Oui. pardonne-moi. Et par contre, ce n'est pas une plante pour la butte de sable de Lynne-Marie. C'est une plante qui aime avoir un sol qui retient quand même bien l'eau, un minimum qui ne sèche pas en tout cas. Oui. Donc, À l'humidité, elle va être bien. Donc, si vous avez un sol argileux, ce qui est le cas quand même ici, là, autour de l'École de l'agriculture, là, à Nicolet, là, le sol est quand même argileux. Donc, ça va être une bonne plante à implanter. Puis la couleur est quand même assez vibrante, là. Ça flash quand on met ça dans la plate-bande. Donc, voilà. est-ce que tu aurais quelques plantes que tu voudrais nous nommer qui ont un beau feuillage suivant leur floraison? Évidemment, en tant
que personne qui aime le jardinier paresseux, je vous dirais les hostas, c'est tellement pas de trouble et il y en a tellement des variétés, des couleurs de feuillage, il y en a des panachés, il y en a des unis, il y en a même maintenant des tout noirs. Ben, là, je dis noir, c'est pas noir comme mon chandail, là, on s'entend, mais vraiment avec le feuillage très, très, très foncé. J'en ai vu des blancs presque transparents aussi. Il y a vraiment des variétés intéressantes, puis c'est des plantes faciles qui se mangent et qui, de leur floraison, vont attirer aussi les pollinisateurs, les colibris et les petits oiseaux, puis tout ça. Ça, j'aime bien. Elle est un peu mal aimée. On dirait que les gens sont tannés de la voir, mais je pense que si on prend le temps de découvrir, il y en a des sortes avec des feuilles, là, c'est gros comme, ma face. Donc, c'est vraiment intéressant. Sinon, d'autres feuillages que j'aime bien. Il y a le feuillage peut-être du baptisia qui reste beau. Le baptisia, effectivement, une plante qui en plus fait partie des légumineuses. Donc, ce qu'elle va faire, le baptisia, qui fait une belle fleur bleue, c'est qu'elle va ou jaune, elle va absorber donc l'azote qu'il y a dans l'air. Elle va l'intégrer puis elle va la rendre disponible dans le sol pour les plantes à côté. Donc ça peut être intéressant si on a une plante, si on a un sol qui est un peu pauvre, on plante le baptisia puis elle va aider ses amis à côté à mieux pousser. Donc voilà. Ça, c'est des belles variétés. Puis là, quand on reçoit, mettons, ces plantes, qu'on va acheter des plantes vivaces, là, j'ai ce pot-là. Comment je le sais si ma plante est heureuse dans son pot? Qu'est-ce que je dois regarder? Les racines. Donc, ici, qu'est-ce que je regarde? Ici, on voit qu'il y a un beau système racinaire. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'on voit les racines ici, je vais juste, excuse-moi, je vais juste montrer ici à la caméra. On voit ici que les racines sont bien blanches, elles ont une belle couleur. Voilà, ici, elle commence à tourner dans le pot, là. Mais pas beaucoup. Pas beaucoup, juste assez, juste correct. Donc, quand on va venir l'implanter, on va juste défaire un peu la motte. Ayez pas peur. Ayez pas peur. Ce sont des vivaces. Oui, ce sont des vivaces. Et j'avais un collègue qui disait chaque coupe stimule la croissance. Donc, quand vous coupez une racine, elle repousse. Après, il n'y a pas de souci. Donc, on enlève comme ça un peu de racine. Fait que là, je vois bien que mon système racinaire est en pleine santé. Je vois que mes feuilles sont vertes. Elles n'ont pas de maladie apparente. Je vois qu'il y a un petit ami là, qui est passé ici, mais c'était passager, il n'est plus là, je suis convaincue. Donc, c'est une belle plante bien en santé. C'est ça qu'on regarde. Il faut faire attention quand on va acheter des plantes, surtout vivaces, parce qu'elles peuvent être parfois longtemps dans le pot. Et lorsqu'elles sont trop longtemps dans le pot, elles vont spiraliser. Donc, on va se retrouver avec une grosse motte de racines, difficile à ôter. Parfois, il faut même trancher avec un couteau à pain. Donc, avant d'acheter la plante et de vous retrouver à faire la sculpture, ou à travailler du bois, venez vérifier, dans le fond, vous pouvez dépoter votre plante puis regarder le système racinaire. Ça va vous donner une bonne indication. Et plus le système racinaire est en santé, plus facilement la plante va reprendre, en fait. Important à regarder chez son fournisseur. Ça va vous indiquer aussi également, parfois, on tire là-dessus, puis là, hop! Boy, il y a des bébites. Oui, parfois, on peut trouver certaines... De la limace, des perce-oreilles, des choses comme ça. Donc, on peut juste comme les tasser, là. Il n'y a pas trop à s'inquiéter. C'est pas si nuisible que ça en petite quantité, mais quand même, on ne veut pas en ramener un bataillon à la maison. Puis c'est quand qu'on implante les vivaces? Y a-t-il un moment dans l'année? Oui, il y a des moments qui sont plus propices, mais je vous dirais qu'on peut les implanter un peu n'importe quand. Ceci dit, un peu n'importe quand. L'idéal, le printemps, évidemment. Vous allez au centre jardin au printemps, vous achetez vos vivaces, vous les implantez sur le champ, il n'y a pas de problème. À l'automne aussi, ça va être un bon moment parce que la plante, elle va tomber en dormance à l'automne et elle va rester là pendant l'hiver, puis elle va attendre, puis là, rendue au printemps, là, elle va s'implanter comme il faut. Mais je vous dirais qu'un sage homme que je connais, Patrice Germain, qui travaillait ici à l'École de l'agriculture avant, disait toujours « une plante est toujours mieux dans la terre que dans son pot ». Donc, peu importe le moment dans l'année, évidemment pas au mois de janvier, là, mais peu importe le moment dans l'année où vous achetez une plante vivace,
implantez-la le plus tôt possible. C'est toujours mieux qu'elle soit dans la terre que dans un pot. Dans le pot, elle n'a pas de ressources, elle ne peut pas aller chercher d'azote et elle ne peut pas étendre son système. Ou d'eau. Ça va faire des plantes qui vont sécher, là, on va les arroser, là, ils vont revenir, là, ils vont sécher, là, ils vont revenir, puis là, ça va devenir des plantes vulnérables, donc des plantes propices aux insectes, aux maladies. Donc, plus vite on les implante, mieux c'est. Mais le best, printemps, automne. Parce qu'en été, en pleine sécheresse, vous allez devoir pas mal les arroser pour être sûr qu'ils reprennent. Parce que même si c'est des vivaces et qu'ils peuvent aller chercher de l'eau, on sait que nos étés sont quand même chauds et chauds plus rapidement. Puis, lors de l'hiver, lorsqu'on a moins de neige, de précipitation de neige, désolé, on va se retrouver avec moins de réserves d'eau dans le sol. Au printemps, il est plus facile d'implanter les vivaces lorsque le sol est encore imbibé d'eau. Plus il fait chaud en été, moins les plantes vont pouvoir aller chercher d'eau parce qu'il n'y aura pas une bonne réserve d'eau dans le sol. Donc, ça va faire plus d'ouvrage, plus d'entretien, plus de surveillance, plus facile à implanter, effectivement, au printemps et en automne. C'est ça, exactement. Sinon, pour cet épisode-ci, on a un livre à vous présenter qui est malheureusement, à notre connaissance, disponible uniquement en anglais, qui s'appelle Attracting Native Pollinators, qui veut dire attirer nos pollinisateurs indigènes. Même si vous comprenez plus ou moins l'anglais, c'est quand même un livre intéressant, peut-être à consulter, à emprunter ou même à acheter parce qu'il y a beaucoup d'images et on nous présente une variété de plantes et d'insectes indigènes au Québec. Les noms latins, c'est les mêmes, hein, Lynne-Marie? Oui, effectivement. Peu importe en anglais ou en français. Donc, si jamais vous consultez un ouvrage anglophone et que vous voulez retrouver cette même plante-là, retenez le nom latin. Vraiment, ça va vous aider. C'est une convention en horticulture, en fait. Tout le monde parle latin, comme ça, tout le monde se comprend. C'est ce qui conclut ce 3e épisode des Jardinières. Donc, on a hâte de se revoir et attendez, si jamais vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas, allez sur la page Facebook de Télécœur, posez-nous toutes vos questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Puis en plus, ça va nous donner des idées pour nos prochains épisodes. Bon, ben à la prochaine! Merci, bye bye! Laissez-moi vous jaser d'une histoire perdue. C'est la honte, c'est la peur, on veut pas en parler. Dans un coin bien profond, dans une maison de Dieu, un secret se dévoile et jamais résolu. La légende, la jeune fille oubliée. La légende, la jeune fille oubliée. Dans une fête de quartier, sur le perron d'une église, son regard a croisé ses yeux qui brillaient, remarquant qu'elle tremblait. Il lui donne sa crémone et lui dit d'où il vient, et ce moment passait.